Paul Noël, bonjour. Bonjour Pierrot, Merci de m'accueillir à nouveau dans tes bureaux. ravi de te revoir pour la suite de notre discussion. Effectivement, la dernière fois, nous avions parlé de plein de sujets. J'encourage ceux qui nous regardent d'aller voir, je mettrai le lien, nous mettrons le lien sous la vidéo, d'aller voir un petit peu les discussions. Nous avons parlé d'historique de l'or et nous l'avions fait à l'occasion où l'or avait atteint son plus haut niveau de tous les temps, 2500 $ l'once. Et évidemment, on est complètement plus du tout à ces niveaux. Nous avons pulvérisé ce niveau-là, nous avons pulvérisé les records, nous avons atteint les 2760, je crois, et nous sommes aujourd'hui autour des 2700. Et donc, l'or n'arrête pas de monter. Qu'est-ce qui fait que ça continue à monter comme ceci? Alors, effectivement, c'est la suite de notre discussion la fois dernière. L'or était à son maximum, l'or va continuer à monter. La tendance n'a absolument pas changé, malgré ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, qui, d'un point de vue géopolitique, va quand même, on va dire, redonner des nouvelles cartes, je pense, dans le monde. Mais je pense que le constat de l'endettement colossal, jamais connu dans l'histoire, continue d'augmenter, aussi bien public que privé. Ça, c'est d'abord une chose. La deuxième chose, c'est que les systèmes monétaires deviennent de plus en plus, on va dire, non pas volatiles, mais de plus en plus inquiétants quand on voit comment se comportent l'un par rapport à l'autre. Et puis, il y a un nouveau sujet de discussion dont on a déjà parlé, qui sont les monnaies numériques. Alors, il se passe deux choses, surtout une chose depuis l'élection de Trump, c'est cette volonté de ne pas anéantir les crypto-monnaies comme le Bitcoin, donc ce qui a redonné des ailes, on va dire, aux crypto-monnaies. L'or n'a pas bronché pour autant. Il y a peut-être une nouvelle donne qui va se faire au niveau des monnaies numériques et des cryptos, et on peut s'attendre quelque part, à un moment donné, que ça se termine par une guerre entre les cryptos existants aujourd'hui et les monnaies numériques que sont en train de préparer les banquiers centraux. Donc la monnaie digitale, l'idée c'est que toutes les monnaies existantes aujourd'hui fiat passent en monnaie numérique. Je signale que la Chine a déjà sa monnaie numérique, la Russie aussi, quoi qu'on en dise. Trump avait dit qu'il n'était pas d'accord d'avoir un dollar numérique. Je pense qu'il y a une autre idée sur la façon dont il va mener les politiques monétaires. Il a d'abord un petit conflit à régler avec M. Powell, parce que ce qu'on a vu aussi de l'équipe qu'il est en train de choisir, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de grande entente avec le responsable de la Fed, M. Powell. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui doivent bouger, qui vont faire bouger les lignes. On verra bien. Toujours est-il qu'on est au maximum historique, contrairement à l'argent, parce que l'argent n'a pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, atteint son maximum historique qui était de $50. Donc l'argent est toujours un peu à la traîne, mais l'or va continuer à monter, et dépendant de la monnaie dans laquelle on l'exprime, voilà, il va continuer à progresser inlassablement, c'est-à-dire que l'or a toujours le même poids et la même pureté au travers du temps. Je le rappelle, ce sont les monnaies qu'on choisit pour exprimer son prix qui sont en train de baisser. La situation nous rappelle, lorsqu'on regarde les statistiques historiques, un petit peu la situation des années 70, 1970. Tu as eu l'occasion de discuter récemment avec un vétéran dans la finance qui a vécu ces années-là. Nous étions très jeunes à cette époque-là et pas encore attirés, quoique ce qui brille est souvent attirant même pour les enfants. Mais voilà, quels sont les parallèles que l'on peut tirer avec cette époque-là? Alors ça, moi j'aime bien de discuter avec des anciens, parce que les anciens ont souvent une sagesse et un vécu, entre guillemets, qui nous permet de regarder l'histoire autrement qu'en la lisant dans les manuels. Parce que tout n'est pas dans les manuels d'histoire comme on sait. Sa comparaison était intéressante et je me suis un peu penché dessus en disant, tiens, début des années 70, effectivement, l'or était très bas. On parlait d'une trentaine de dollars l'once. Alors que dans les années 80, on était à $600 l'once. Donc, on a eu une progression quand même très importante, enfin, un multiple de 16 sur cette période de 10 ans. Et lui me disait, j'ai l'impression, de ce que j'observe aujourd'hui autour de moi, de me retrouver un peu dans début des années 70, année qui a enclenché 10 années successives de hausse du prix de l'or.
Alors bien sûr, c'était la problématique du dollar et de décrocher le dollar de l'or, qui était la monnaie de réserve, qui s'installait comme monnaie de réserve. On a eu la crise pétrolière qui ont assis la dominance du dollar. Mais il me disait, voilà, alors je lui dis, mais est-ce que vous ne trouvez pas que une des critiques de ce qu'on entend, mais l'or a fait plus de 30% cette année. C'est quand même énorme. Est-ce que ce ne serait pas le moment de vendre ? Alors, je rappelle que l'or, ce n'est pas une logique d'investissement. On l'achète quand on peut et on le vend quand on en a besoin. Ça constitue la protection de votre patrimoine. Donc, dans la logique investissement, c'est l'acheter le plus bas et le vendre au plus haut. On n'est pas dans ces logiques-là avec l'or. Avec le Bitcoin, oui. Avec les investissements, oui, mais pas avec l'or. Donc, il me disait, je ne sais pas si on va rentrer en inflation ou en déflation, parce que ça va dépendre de comment les autorités monétaires vont gérer la chose, ce qu'on va nous raconter, et quelle va être la propagande autour du pouvoir d'achat, de la cherté des aliments, de ce qu'on va nous donner comme indicateur pour nous dire que oui ou non, on perd ou pas du pouvoir d'achat. Donc, il m'a dit que ce soit inflation ou déflation, j'ai l'impression que voilà, on est devant 10 années où, tant qu'on n'a pas réglé le problème de la dette, personne ne sait quand on va le régler. Il y aura des tentatives, je pense. Si on écoute Madame Lagarde, elle parle de 2027, c'est-à-dire faire une réinitialisation monétaire qui permettrait de répondre en partie à cet endettement colossal. En tout cas, il me dit, moi, je ne sais pas si les choses vont se passer rapidement, et il a le vécu pour le dire. Il m'a dit, mais 10 années de hausse de l'or aussi grande, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui ? Alors, je lui dis, écoute, je lui dis tout simplement, on était à $2000 l'année passée. Donc, si tu m'expliques qu'il y a eu un multiple de 16, dans 10 ans, c'est-à-dire en 2035, on serait à $33 000. Est-ce que je raisonne simplement, correctement ? Il m'a dit, oui, c'est possible. Alors, on peut écouter ce que les banquiers disent de l'or. Goldman Sachs nous dit que voilà, on sera à $3000 très rapidement, d'ici 6 à 9 mois. C'est la prévision de ce que les banquiers disent. Donc, il faut toujours un petit peu écouter cet aspect. Mais si on écoute aussi ce que les prévisionnistes disent concernant les monnaies, qu'est-ce qu'ils disent du dollar ? Puisque là, ce dont je parle, c'est l'or en dollars. Et c'est de ça dont il me parlait. Qu'est-ce que disent les gens ? Ils disent Trump va certainement faire énormément de bien aux États-Unis au vu de qui il s'entoure, au niveau de l'économie américaine. Donc, on va redevenir protectionniste, on va essayer d'attirer aussi des grands acteurs européens de l'automobile. Donc, quand j'entends que Porsche va construire une usine aux États-Unis, je me dis, voilà, nous, on est vraiment en train de se laisser faire sur tous ces aspects, ce qui est dramatique en soi. La guerre en Ukraine n'est pas mauvaise pour tout le monde. Non, absolument. En tout cas, mauvaise pour l'Europe, oui, je pense, en tout cas jusqu'à présent. Et donc, il me disait, le dollar est certainement amené, ce qui est confirmé par les prévisionnistes, à monter dans un premier temps. Je rappelle que le dollar reste la monnaie de réserve et la monnaie de la guerre. Alors, je reviens sur un scénario qui n'est pas celui de la guerre, mais dans le domaine de la paix, Trump a aussi intérêt à dévaluer sa monnaie, pour autant qu'il mette des barrières protectionnistes. Pourquoi ? Parce que ça lui permettra de rembourser son déficit de paiement et sa dette beaucoup moins cher. Donc Trump, il va s'occuper des États-Unis et pas de l'Empire américain. Je pense que c'est ça une des grandes différences, avec des conséquences économiques. Par contre, ma projection est peut-être un peu folle. Oui, il y a une chose qui est très différente, c'est qu'on était dans une économie de la consommation. J'insiste là-dessus. On est passé dans une économie de guerre, c'est-à-dire de production. Je ne dis pas qu'on est passé dans la guerre, mais on est passé dans une économie de guerre. Et l'économie de guerre, elle met l'accent sur la production. Donc tout ce que vous voulez gérer, quand vous gérez une économie ou incitez une économie à se développer, c'est vos dépendances, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de produire. Alors là, je pense qu'en Suisse, on a un pays qui produisons beaucoup de choses, ce qui est vraiment très intéressant. Mais donc, dans une économie de production, attention, les choses vont changer et il ne faudra plus regarder la demande, mais il faudra regarder l'offre en économie. Alors, vous allez me dire, oui, alors j'ai entendu aussi une autre anecdote. La Russie a découvert un gisement exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, effectivement, c'est un gisement exceptionnel. On parle de 380 tonnes d'or, possible à extraire du sol russe. C'est toujours pas mal. Oui, mais si on regarde quelle est l'offre de la monnaie, donc de nouveau, pas uniquement la demande des investisseurs et la joaillerie et les gens qui demandent des métaux précieux, mais l'offre de l'or, c'est les 180 000 tonnes
tonnes qu'on a extrait depuis le début de l'histoire humaine. Donc, l'offre, elle est juste colossale. Donc, qu'est-ce que c'est 380 tonnes par rapport à l'offre qui peut être mise sur le marché? Bien entendu, les banquiers centraux en détiennent une grande partie. C'est 0,15% de tête. Les banques centrales. 300 tonnes par rapport à 180 000 tonnes, c'est Je n'ai pas fait le calcul, à peu près 0,15. Voilà. Mais c'est insignifiant au niveau de ce que ça peut faire bouger les prix, parce que l'or n'est pas un marché de l'offre et de la demande traditionnelle. Non, il faut tenir compte des stocks. Et le stock d'or, parce qu'on en recycle 98%, le stock d'or est gigantesque, il est là et il est prêt à être mis sur le marché en cas de nécessité. Donc, attention, ne raisonnons pas tout à fait offre et demande, restons vigilants et mettons-nous dans cette logique d'économie de production et pas dans une logique d'économie de consommation. On voit que les croissances se ralentissent partout, on sait très bien. Donc aujourd'hui, l'enjeu, et on voit bien ce que Trump et Elon Musk vont faire, l'enjeu est de se concentrer sur ce qu'on est capable de produire. D'accord ? Et surtout au niveau technologique. Ils ont mis la ligne rouge très clairement aussi dans vis-à-vis de la Chine en disant tout ce qui est puces, chips, etc. On garde cette technologie chez nous. Donc voilà, on vous en fera pas part. Alors voilà, les Chinois évidemment se développent, mais on est dans une guerre clairement monétaire, comme je l'ai déjà dit la fois dernière, entre la Chine et les États-Unis, ou entre les BRICS et l'Occident. Alors justement, dans la production, il y a aussi donc les applications industrielles des métaux, dont des métaux précieux. Et souvent, l'or et l'argent n'ont pas la réputation qu'ils méritent par rapport à l'industrie, parce qu'ils sont pourtant très utilisés de manière industrielle. L'or parce que c'est un excellent conducteur, l'argent aussi. Et on les utilise notamment dans ceux qui s'intéressent à la survie. Beaucoup de filtres à eau ou des purificateurs divers sont basés avec de l'argent qui a des propriétés antibactériennes. L'or aussi d'ailleurs. Mais l'or est un peu cher pour être utilisé dans des chaussettes. Ouais. Mais on voit que l'utilisation est très forte. Et donc, est-ce qu'elle va revenir aussi du fait de cette production? Est-ce que les prix pourraient monter aussi du fait on va créer de la demande de ces métaux pour des applications industrielles? Alors, je pense que l'or est effectivement trop cher et considéré comme trop stratégique pour être influencé par les mouvements d'offre et demande au niveau industriel. Par contre, l'argent est clairement un métal précieux industriel, aujourd'hui considéré comme industriel, c'est-à-dire subit l'offre et la demande. D'ailleurs, on sera en déficit cette année en termes de production. Pourquoi ? Parce que l'argent, d'abord, selon les réserves qu'on connaît, il est limité. Donc, en 2029, il ne devrait plus y avoir de ressources d'argent à exploiter. Et on en gaspille la moitié de la production chaque année. C'est-à-dire qu'on ne recycle pas, parce que le prix de l'argent étant trop bas, on ne recycle pas, entre guillemets, la moitié de la production chaque année qui passe dans les décharges. L'argent est bactéricide, comme tu as dit. L'argent est vital pour plusieurs choses. On en a besoin pour purifier l'air, l'eau, comme tu l'as mentionné, mais on en a besoin aussi chaque fois qu'on tire un missile. Pour la visée, on a besoin d'1 kilo d'argent. Personne n'en parle trop, mais c'est quand même une réalité. Et ces derniers temps, on en tire beaucoup. Et le fait que la Syrie connaisse un mouvement important ce week-end, je pense, va être de nouveau intéressant pour cette demande. Et n'oublions pas les panneaux photovoltaïques. Donc l'énergie solaire, on peut la capter si on a de l'argent qu'on peut utiliser dans les panneaux photovoltaïques. Donc la demande d'argent, elle est grande, elle est très sensible à ce qui peut se passer au niveau de la production. Et la production, elle est relativement limitée dans le temps. Alors l'argent, il pourrait se passer autre chose sur l'argent, c'est qu'il pourrait se remonétiser, c'est-à-dire avoir un rôle monétaire, comme il l'avait dans les civilisations chinoises. Donc, d'ailleurs, cette année, le gouvernement chinois a recommandé à son peuple non seulement d'acheter de l'or, mais d'acheter aussi de l'argent, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, il recommande de façon institutionnelle d'acheter de l'or et surtout de l'argent. Donc l'argent pourrait se remonétiser. Je rappelle que l'argent est utilisé, l'idéogramme de l'argent en chinois est utilisé dans 2 mots, dans le mot monnaie et dans le mot banque. Donc, il y a 2 idéogrammes chaque fois pour ces 2 mots différents. Un des 2 est l'argent physique. L'argent physique. Je rappelle que les civilisations chinoises ont connu déjà 2 fins de civilisation. Je crois que c'est De Gaulle qui disait les civilisations chinoises sont plus anciennes que l'histoire, mais dans le sens où il y a quand même une certaine
une certaine notion de ce qu'est la monnaie, de ce qu'est l'argent, que nous n'avons plus en Occident, parce que considéré comme simplement quelque chose d'industriel et à faible valeur. Je rappelle que le rapport entre l'or et l'argent, c'est 15, 11, non, c'est 15. Donc, les ressources, on a 15 fois plus d'argent sur cette planète que d'or. C'était le rapport au Moyen-Âge et dans l'Union monétaire latine. Le rapport était de 15. Aujourd'hui, on est 80. Donc, quelque part, on devrait passer de 80 à 15, ce qui veut dire que l'argent devrait surperformer par rapport à l'or si on revient à cet équilibre. Et je pense que les Chinois, les Russes, les BRICS, l'Inde, par exemple, qui est très aussi branchée sur l'argent, feront que cet équilibre change et que l'argent se remonétise. Comment ? C'est toutes les discussions qui a eu lieu maintenant à Kazan avec les BRICS. Donc, rien n'en est sorti. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois jouent au jeu de Go, donc on encercle d'abord l'adversaire avant de lui déclarer, de lui dévoiler ce qu'on veut faire. Et c'est typiquement ce qui se passe au niveau des discussions monétaires. Donc les BRICS parlent bien sûr d'avoir un nouvel étalon de mesure entre eux. Ils ont quand même laissé entendre que cet étalon contiendrait 40% d'or et 60% d'autres choses. Dans les autres choses, on pourrait avoir les autres devises des BRICS, comme par exemple l'Inde, qui voudrait plutôt mettre un panier de devises, mais on pourrait aussi avoir des choses comme l'argent. Ça serait une sorte de surprise, mais rappelons-nous le jeu de Go. Donc les Chinois, qui sont aussi en train d'amasser de l'argent, sont en train de préparer, d'introduire l'argent et le pétrole. Parce que sinon, je crois que MBS n'accepterait pas de payer son pétrole autrement qu'en dollars. Donc je pense qu'il l'a concédé pour que l'énergie fasse partie. De cette façon, l'étalon aurait une relation avec l'économie réelle, ce que n'a plus aujourd'hui les droits de tirage spéciaux qui composent les 5 grandes monnaies. Alors, Keynes et bon nombre d'économistes qui ont embrayé sur lui parlaient de l'or comme étant une relique barbare. Oui. Parce que, et ça, c'est un fait, l'or ne rapporte pas de dividendes, il n'a pas de rendement. Vous pouvez laisser ces magnifiques pièces. Ici, c'est une pièce d'argent, mais ces magnifiques pièces d'or ou d'argent que vous produisez à Swiss One, elles sont vraiment très très belles. J'en ai pas mal chez moi à force de les accumuler. Eh bien, elles ne font pas des petits comme ça, comme le ferait une vache ou des poules ou une industrie qui produit des bénéfices. Et donc, je vais te donner une anecdote. Il y a 2 ans maintenant, fin 2022, un de mes amis a touché un héritage. Un de ses parents est décédé et il a touché à peu près 1 million de francs suisses. C'est une coquette somme. Et il me disait, je ne sais pas quoi en faire, j'ai déjà une maison, qu'est-ce que je fais ? Et moi, je dis, à mon humble avis, je te conseillerais de prendre 90% de ce qui va te rester après que tu te fasses une vacance avec ta femme et tes enfants. Mais voilà, les 980 000 qui vont te rester, je te conseille 90%, 90% d'acheter des métaux précieux. Tu panaches ça comme tu veux, or, argent, physique, pas physique. Essaye d'éviter les ETF, mais tu peux avoir des comptes métal à la banque. Et 10% en Bitcoin. Comme ça, tu es sur quelque chose de plus volatile. À l'époque, le Bitcoin était à 15 000, donc il venait de chuter. Je me suis dit, écoute, à 15 000, tu mets 100 000 francs, t'achètes en gros, pour 100 000 francs de Bitcoin. Et crois-tu qu'ils l'ont fait ? Non, il ne l'a pas fait. Il a dit, non, mais à la fin, je préfère être sur du sûr, sur du blue chip, du suisse, sur les marchés suisses. Alors, il a pris en gros 500 000 francs de Nestlé et 500 000 francs de Roche. Il s'est dit, quoi qu'il arrive, les gens seront toujours malades, ils vont acheter des médicaments, donc Roche. Quoi qu'il arrive, les gens veulent acheter la nourriture, donc Nestlé. Et traditionnellement, c'est pas faux, ce sont des entreprises qui marchent bien et qui distribuent à peu près, bon an, mal an, 3% de dividendes par année. Et donc, sur ce million investi 50-50 Nestlé, alimentation et autres produits et médicaments pharmaceutiques Nestlé, il a effectivement touché 3 et 3 sur 2 ans, donc 6%. Donc, il a touché sur 1 million, il a touché 60 000 francs. Oui. Donc, à la fin, normalement, il s'est retrouvé avec 60 000 francs en poche et un capital qui a perdu 15%, puisque ces 2 actions, à peu près ont baissé, ont dévissé, je crois que Nestlé même un peu plus,
de 15%, alors que c'est censé être du sûr. C'est des sociétés suisses, multinationales, donc exposées aux risques du monde entier, donc plus ou moins ça se pondère. L'or, sur le même laps de temps, a pris 40%. Donc, s'il avait mis 900 000 francs en or et métaux précieux, l'argent aussi a pris 40% en partant de plus bas. Donc, 40% de 900 000, ça fait 4 fois 9, ça fait 27, 30, 36. Il aurait gagné pratiquement 400 000 francs sur l'or. Et le Bitcoin a fait x6. Donc, il se serait retrouvé avec 2 millions. Oui. Donc, il aurait doublé en 2 ans. Il aurait gagné 1 million par rapport à perdre 15% pour gagner 60. Et ça, c'est sans compter l'inflation. Alors, en Suisse, certes, l'inflation, elle est relativement faible. On va dire 1, 2, 3% par année. Mais il a quand même perdu du pouvoir d'achat pendant ce laps de temps. Et donc voilà, c'est la relique barbare qui ne rapporte rien face même à la bourse qui pourtant va bien. Alors, il n'a pas eu de chance, il faut le dire. Roche et Nestlé, c'est 2 actions qui ont particulièrement été mauvaises ces 2 dernières années. Voilà, la relique barbare peut aller mieux. Alors, après cette petite anecdote, ma question est, comment vois-tu 2025 pour les métaux précieux ? Alors, c'est un exemple très intéressant. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, c'est une assurance. Donc, écouter son banquier acheter des Nestlé et de Roche, c'est très bien, mais c'est de l'investissement. Donc, vous pouvez faire de l'investissement qui va générer des revenus, sur lequel vous allez devoir laisser 35% d'impôt aussi. C'est vrai. Mais si vous faites ça, protégez-vous quand même de quoi ? Du risque de contrepartie et du risque de la bêtise des gens qui nous gouvernent et des autorités monétaires. Donc, si vous voulez vous protéger de ce risque-là, ayez de l'or physique. Donc, ce que moi j'aurais conseillé à ce monsieur, c'est de dire, écoutez, mettez 20% d'or et puis achetez des Roche et des Nestlé, de façon à, entre guillemets, préserver votre pouvoir d'achat. C'est plus raisonnable. Moi, j'étais moins raisonnable. Alors, je le suis de moins en moins avec le temps qui passe, Pierrot, parce que nous nous rapprochons de plus en plus du précipice. Et oui. Et je ne parle pas non plus du risque de guerre, du scénario de guerre. Hein. Je parle du scénario de la paix et de ce que nous pouvons faire à notre niveau. Donc, bien sûr, l'or n'a pas de revenus. C'est très clair. Mais l'or, c'est de la fortune. C'est de la fortune mobile dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que l'or a toujours le même poids et la même pureté, indépendamment de ce que vont décider les gouvernements et de ce que vont décider les banques. Et ça vous permet de vous protéger votre patrimoine, mais de garder votre pouvoir d'achat en termes de fortune. Plus de bouger. Et étonnamment, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de taxation sur la plus-value. Donc, c'est très privilégié d'un point de vue fiscal. Donc, l'or, c'est quoi ? L'or, c'est ce que j'achète quand je peux et je le vends quand j'ai besoin. Simplement, c'est convertir des flux de revenus, d'épargne, dans quelque chose qui est physique, intangible et protecteur. Et puis, inversement, quand j'ai besoin d'aller en vacances avec madame, de m'acheter une voiture, je vends ma partie en or et je régénère un flux financier qui, lui, rentre dans le circuit, est taxable, voilà, et permet éventuellement de faire d'autres investissements ou de racheter des Nestlé si on pense que c'est intéressant d'acheter Nestlé, si on a les convictions que c'est intéressant. Mais on passe d'une logique d'assurance à une logique d'investissement. Et inversement. L'or, ça sert à ça, mais c'est compliqué à comprendre et ça ne fonctionne que sur un horizon de 40 ans, c'est-à-dire une génération. Pourquoi je dis que maintenant je conseillerais plutôt d'avoir 20 ou 25%? Parce qu'on s'approche de la prochaine grande crise. Alors, je ne vais pas parler de nature, mais elle va probablement correspondre avec l'idée de Madame Lagarde de faire une réinitialisation monétaire et d'introduire les monnaies digitales, de réduire nos libertés, entre guillemets, et de tout contrôler. Parce que le projet de la réinitialisation monétaire est aussi un projet du contrôle complet de la tokenisation, comme on appelle ça, dans le monde technologique, de la tokenisation de tout ce que les gens détiennent. Donc là, il y a quelque chose qui vise et la monnaie et la propriété, qui peut être relativement dangereux. On verra si on arrive. En tout cas, ce que je sais, c'est que la façon de traverser ce genre de crise, c'est d'avoir de l'or physique et plutôt de l'avoir sous forme de pièces qui nous sont plus légitimes à nous, les individus, que sous forme de lingots, qui sont plutôt la prérogative des banquiers, et les gros lingots encore plus pour les banquiers centraux. Et ça, en ajoutant à ce scénario que tu dépeins le potentiel hard landing, donc en gros la crise économique assez importante
qui commence à être prévu pour printemps 2025, et qui est d'ailleurs anticipé avec les cours du pétrole qui anticipent une baisse de la demande, ça, c'est le scénario optimiste que tu décris là. Absolument. Parce que le scénario pessimiste, c'est effectivement la guerre sous toutes ses formes, qu'elle soit locale, internationale, etc. Et le pétrole à $200. Et là, alors, ça part dans d'autres dimensions. Voilà. Et dans un scénario on va dire, plus négatif, moins optimiste que serait la guerre, hélas, qu'on ne souhaite pas évidemment, là, les métaux précieux retrouvent leur rôle de monnaie qu'ils ont eu dans l'histoire à chaque fois. Pas seulement de conservation de la valeur, mais ils seraient les seules choses qui nous permettent d'acheter au marché noir ou peu importe ce dont on a besoin. Exactement. Qui permettent, je rappelle, l'or, il est dans l'histoire fait pour les nations ou pour les seigneurs au Moyen-Âge. L'or, il est fait pour financer la guerre au niveau d'une nation ou d'un État. Pour un individu, l'or, il est fait pour payer une dette. Donc, effectivement, si on perd confiance dans le système monétaire actuel, dédoublé d'un nouveau système monétaire qui seront les monnaies numériques, donc ce qui va apporter une confusion très importante pour la population, nous aurons inévitablement des envies de revenir au troc. Et une façon de revenir au troc, c'est de passer par le carnet du lait. Je m'excuse, si vous allez acheter 1 litre de lait chez le paysan, vous allez le voir dans son étable tous les jours, le paysan n'a pas le temps de sortir la caisse et que vous payez le litre de lait. Le paysan va noter le jour où vous êtes venu chercher 1 litre de lait. Et à la fin du mois, il va vous dire, bon, vous avez pris ce mois-ci 20 litres de lait, donc vous me devez autant. Et évidemment, c'est pas au moment de la traite où vous allez aller régler ça. Donc, une pièce en argent ou une pièce en or permettront de régler une dette que vous aurez vis-à-vis de quelqu'un, un producteur de choses et d'autres, avec qui vous devrez régler votre dette. Mais une dette peut être contractée et écrite, peut-être orale, le contrat peut être oral, par rapport à quelque chose. Non, mais vous pourrez faire ça qu'avec les gens que vous connaissez. Donc, n'oubliez pas de saluer le paysan. La confiance. D'accord. La confiance. Et est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle sa clientèle affective? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire que le paysan ouvrira sa porte à tout le monde si un jour, on rencontre des pénuries alimentaires et de famine. Contrairement à la planche à billets, la vache ne peut pas produire du lait à l'infini. Non, absolument. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et voilà. Et l'or, effectivement, est aussi limité. L'or, l'argent est limité parce qu'on est capable d'en extraire et d'en trouver. Et c'est là où souvent nous opposons. Il y a beaucoup de gens qui opposent souvent les crypto-monnaies. Alors, il y a de toutes sortes, mais on va prendre le Bitcoin et l'or en disant, mais finalement, c'est une monnaie électronique. Alors, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout, on dit, voilà, l'or, c'est quand même rare, etc. Moi, je n'oppose pas ces deux monnaies, ces deux manières de voir une accumulation de richesse, de valeur. Simplement, voilà, le Bitcoin aussi, quelque part, est rare dans sa manière de faire et il s'oppose lui aussi au scénario optimiste qui est celui où nous ne possédons plus rien, sauf ceux qui ont des moyens de garder et de transporter leur fortune dans le temps. Mais le Bitcoin semble être aussi, pour certains, haï, mais pour d'autres, je parle d'entités étatiques, hein, pour certains États, il est haï, il est dangereux, il est considéré comme étant le moyen de ne plus être sous contrôle, et alors que d'autres pays, alors, pendant longtemps c'était les petits, il y avait l'Équateur, le Honduras. Aujourd'hui, Trump en parle, il veut faire la crypto capital of the world, comme il dit, il veut faire des États-Unis une grande puissance de la crypto. Ce qui explique aussi la montée de ce dernier mois. On est passé de 60 à 100 000, quasiment 70 000 à 100 000 dollars le Bitcoin. Bref, est-ce que pour toi, il y a une opposition entre l'or, l'argent, ou est-ce que c'est des outils différents? Et comment tu vois aussi le rapport entre ces monnaies pour justement garantir notre liberté, que ce soit dans le scénario optimiste ou négatif, à partir de maintenant et l'année prochaine? Alors, pour moi, ils ne sont pas dans la même catégorie. Donc, l'or est vraiment une assurance de votre patrimoine et la monnaie ultime qui n'a pas d'autorité.
Donc, dans ce sens, l'or est quelque chose qui est acquis pour le peuple et par le peuple. La crypto, enfin le Bitcoin est un jeton d'actifs virtuels. Donc, je ne parle pas il a un prix évidemment qui évolue, mais je ne parlerai pas de valeur dans ce cas-là. Il a l'avantage d'avoir un algorithme limité, mais je ne prétends pas que c'est une monnaie. C'est-à-dire, il n'a pas toutes les fonctions d'une monnaie, et donc on ne peut pas encore acheter son pain ou sa voiture en Bitcoin. Alors il y a des passerelles et des moyens de le faire, mais ça reste quelque chose qui a l'avantage d'être limité par, en tout cas le Bitcoin par 21 millions d'éléments, donc il est limité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un peu un abus de langage dans la façon dont on le nomme en disant c'est une crypto-monnaie. Je pense que le cryptage, avec les ordinateurs quantiques, on va bientôt arriver au bout, dans 3 ans. Si ce qu'on m'a dit est vrai. Et monnaie, ce n'est pas véritablement une monnaie. Et puis il avait 21 millions. Donc je pense que il existe, il a une technologie complètement décentralisée, et ce qui rend l'impossibilité d'administrer et de contrôler le système. Donc ça, c'est le grand avantage. Donc il donne la liberté, entre guillemets. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je pense que les autorités monétaires, les États, évidemment, le Salvador vient d'acheter des cryptos, des bitcoins, par exemple, pour son État. Donc, effectivement, il y a une sorte de tendance ou de laisser faire ou de dire, oui, les États, nous sommes aussi intéressés par ça. Je pense que Trump, il est intéressé par la technologie parce que celui qui contrôle la monnaie contrôle le pouvoir. Ça, dans l'histoire, on peut vérifier ça beaucoup de fois. Je pense que la monnaie numérique ne va pas utiliser le blockchain. Donc, cette technologie complètement décentralisée qui nous donne cette liberté d'être dans un système fini et de pouvoir échanger les choses de façon très libertarienne, comme on peut dire aux États-Unis. Les États, en tout cas les autorités monétaires, ne vont pas opter pour cette technologie. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir une possibilité d'administrer, de centraliser, de donner des accès à différents individus, voire de leur donner directement la monnaie numérique. Je pense que les politiques monétaires aujourd'hui ne fonctionnent plus. Les taux d'intérêt ne fonctionnent plus, le quantitative easing ne fonctionne plus, on est allé beaucoup trop loin. Donc, une façon de reprendre le contrôle et de régler aussi le problème des intermédiaires financiers qui ne sont pas, quand on regarde leur bilan en toute sainteté, voire même sont avec un actif net négatif, autrement dit en faillite, il faut bien comprendre que les autorités ne vont pas ne vont pas adopter le Bitcoin comme faisant partie des monnaies à côté de la monnaie digitale qu'ils veulent émettre. Parce qu'ils vont vouloir contrôler les choses et réglementer les politiques monétaires, aussi bien au niveau des individus que des entreprises, que des États. Donc, une façon de tout gérer, c'est d'avoir les monnaies numériques basées sur un système d'information qui puisse être administré avec des privilèges, avec des droits, et qui puisse être utilisé avec parcimonie ou de façon massive, mais toujours dans les mains de quelques personnes, c'est-à-dire d'une autorité. Donc, l'avantage du Bitcoin ne rend pas le Bitcoin un candidat à la monnaie numérique, selon moi. Par contre, oui, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça fait évoluer la technologie. Et je pense que Trump a envie que cette technologie reste sur le sol américain, et il a tout pour continuer à la faire développer, puisque quelque part, on n'a toujours pas rencontré son créateur, mais il doit être de là-bas, quelque part, sur le territoire américain. Donc, il veut garder ce privilège, mais je pense qu'il ne dit pas tout sur la façon dont il voudrait organiser la réinitialisation monétaire, parce que ça sera organisé par la Banque mondiale, le FMI, qui sont évidemment sous la houlette de Trump quelque part, ou de l'Occident, on va le dire comme ça, mais qui vont devoir composer avec les BRICS. Donc, ça va être une guerre monétaire d'étalons qui va faire en sorte que, voilà, dans certains pays, ça pourrait bien se passer, dans d'autres, mal. En Chine, je rappelle que le Bitcoin est interdit. D'accord ? Donc, il va être autorisé et favorisé aux États-Unis. Donc, voilà, on n'est pas sur la même perception des choses. Et quand il faudra se mettre autour de la table pour réinventer le système monétaire, voilà, tout ça va faire l'objet de négociations. Donc, voilà, il se pourrait à un moment donné que ça devienne tellement spéculatif, et il se peut aussi que ça s'arrête
volontairement. Pourquoi ? Parce que je pense que si on revient sur le scénario de la guerre, Pierrot, dans la guerre, il y a toute une série d'éléments, de phases, avec des natures particulières. Le dernier état, c'est la cyberguerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment sont construits les systèmes d'information, comment sont organisés les missiles, comment sont organisés le déclenchement de tête nucléaire, tout ça, c'est de la technologie. Absolument. Et celui qui a la main sur la technologie, qui sera le plus fort dans la cyberguerre, celui qui gagnera la dernière étape de la guerre, s'il devait y avoir une guerre totale. D'accord ? Mais voilà, je rappelle que les Chinois ont à un moment donné écrit un livre qui s'appelle « La guerre hors limite ». Voilà. Et le Pearl Harbor digital est possible et même probable comme étant le mouvement d'ouverture d'une grande symphonie guerrière moderne. Absolument. Alors je rappelle pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de l'or et des échanges monétaires avec les métaux précieux, d'aller voir la vidéo que nous avions faite il y a quelques mois. Donc le lien sera sous le descriptif ici. Et peut-être pour terminer, avant la prochaine, parlez-nous un petit peu de Swiss One et de qu'est-ce que tu... en fait, parce que j'ai eu des questions, les gens disent, est-ce que je peux aller voir Paul pour acheter ces magnifiques pièces, ou est-ce que je dois aller quelque part, où est-ce que je peux acheter ces belles pièces d'or, ou ces très très belles, très scintillantes pièces d'argent? Alors, Swiss One, c'est une aventure qui a commencé il y a 13 ans. On fait des pièces magnifiques, c'est Roger Poon qui les a dessinées, donc le passeport suisse, les billets de banque. On a développé une technologie d'identification et d'authentification, donc on a digitalisé le certificat de la pièce. Donc c'est quelque chose qui est une émission privée, en dehors des autorités monétaires, qui est une pièce évidemment qui est très jolie, qui permet de protéger son patrimoine. Bien sûr, ils peuvent venir me voir. Donc, n'hésite pas, si tu veux me donner mon numéro. Je mettrai le site. Voilà, tu peux mettre le site. Il y a un numéro sur le site, il y a aussi un email. Donc, vous pouvez venir me voir pour discuter. Je peux vous conseiller, je peux vous expliquer pourquoi. Ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux acheter une pièce neuve qu'une pièce d'occasion. Donc, aujourd'hui, si vous allez dans un bureau de change ou dans une banque pour acheter des Vreneli ou des Napoléon ou des Krugerrand, c'est très bien, mais ce sont en général des objets d'occasion. Et ils sont en général non pas toujours en 24 carats. Donc, si vous voulez une fiscalité future agréable, prenez du 24 carats parce que c'est le seul que les Chinois ne veulent pas taxer. Et c'est déjà implémenté à Singapour. Ça, c'est une chose. Et donc, réfléchissez. Moi, je dis, si un jour vous devez négocier avec une pièce, c'est pas vous qui allez négocier, c'est la pièce qui va négocier. C'est-à-dire que c'est la pièce que vous allez mettre sur la table qui va faire en sorte qu'on va pouvoir annuler ou compenser une dette que vous avez. Et si vous dites, mais moi je sais négocier, mais mes enfants ne savent pas négocier, si vous achetez ces pièces dans l'idée d'une génération, si les pièces sont neuves, vos enfants pourront négocier avec la pièce. Sinon, c'est toujours la même chose. Elle est griffée, elle est usée, elle a circulé, voilà. Donc, vous l'achetez une Mercedes, vous allez à la concession Mercedes avec la garantie d'usine, vous allez sur un parking avec des gens qui vous vendent des voitures qui sont plus ou moins des Mercedes, mais qui ne vous garantissent pas que toutes les pièces sont de pièces d'origine Mercedes. Donc, c'est un peu ça l'idée, mais sinon vous êtes les bienvenus, bien sûr. Venez me voir, on pourra parler de beaucoup de choses, d'or, d'argent, mais aussi de quelle partie de votre patrimoine il vous faut, en fonction de ce que vous avez. Chaque cas est différent. Pourquoi ? Parce que derrière un patrimoine, il y a un projet de vie. Et donc, je ne connais pas nécessairement votre projet de vie, mais je ne vais pas me comporter comme un banquier en me disant « Expliquez-moi qui vous êtes ». Ce que vous êtes, je veux tout savoir sur vous, votre fortune, votre famille. Pour ensuite fourguer du Nestlé, pour vous vendre des Nestlé ou du Roche. Et ou pire, ou des obligations. Et je vais aller un pas plus loin. Je ne vous vendrai pas nécessairement que les pièces que je fabrique. Si j'estime que vous avez besoin d'acheter des Vreneli ou des Napoléon, parce que là où vous vivez, les paysans, ils connaissent ces pièces, je vous en vendrai aussi. Donc, je travaille en architecture ouverte, parce que c'est à vous de faire ce travail. Je peux vous conseiller, vous aider, vous parler des fiscalités, vous parler de ce qui est important, vous parler aussi des coffres en dehors du système bancaire. Donc, je rappelle, j'ai vu ma belle-mère a reçu une lettre d'ING en Belgique en lui disant veuillez venir rechercher votre coffre. Alors, ça, c'est très surprenant, évidemment. Donc, ING ferme ses coffres en Belgique. Une activité dont l'investissement a été fait, qui rapporte. C'est comme les hôtels, ça rapporte. D'accord ? Parce que les gens, ils payent chaque année le même montant. Ça ne coûte pratiquement rien. Voilà. Aujourd'hui, on voit UBS a racheté Crédit Suisse. Voilà. On vend le bâtiment de Crédit Suisse à Martigny. Et on dit aux gens, vous êtes priés de venir vider votre coffre à Crédit Suisse Martigny.
Oui, mais est-ce que je pourrais avoir un coffre à l'UBS Martigny? Ah non, il n'y en a plus de place. Place, ouais. Donc, vous vous retrouvez dans la rue, voilà. Avec votre Picasso sous les bras, avec le Rembrandt votre et, Picasso. et- Donc, et les donc, kilos donc, d'or. attention où vous les stockez. Voilà, je peux vous donner des conseils aussi pour ce domaine-là. En Suisse, on a énormément de solutions, mais c'est comme tout. Il y a du bon à qui on peut faire confiance. Il y a des choses qui sont de moindre confiance, sachant que le risque, il est humain. Très bien. Paul Noël, je te remercie. Merci Pierrot. À très bientôt en 2025. Absolument, avec plaisir.